Yes. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des types en Ruby pour changer. À la base, je voulais parler d'Hotwire, mais je me suis dit qu'on va essayer de changer peut-être une fois de temps en temps, parce que ça fait un peu de temps que j'en ai pas parlé. Mais bref, je suis un peu malade, je suis désolé, mais aujourd'hui, on va parler des types en Ruby parce que depuis la version 3, maintenant, il y a les types qui sont supposément natifs dans Ruby. Mais aujourd'hui, on va faire une rapide introduction. On va juste essayer de voir comment vous pouvez vous en servir dans vos apps, à quoi ça sert, comment ça marche. Quel choix technique, quel raisonnement ils ont fait pour en arriver à ce qu'ils ont mis en place avec RBS dans Ruby 3. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez joué un peu avec les types dans les langages de manière générale, TypeScript et Ruby principalement? Un peu. TypeScript à minima, normalement tout le monde quasiment j'imagine. Mais ok, du coup, on va faire une rapide introduction. On en est toujours au développement. On vient de commencer le développement, Ruby vient de commencer le développement, on est au tout début de ce que pourraient devenir les types dans Ruby. Donc pour l'instant, il n'y a pas de miracle et c'est un peu aujourd'hui ce qu'on va présenter. On va le présenter avec les autres langages parce qu'il y a eu depuis quelques années le boom, la résurrection des types dans les langages. On y reviendra aussi avec PHP principalement et Python. Donc on va essayer de comparer quel choix Ruby aurait pu faire. C'est un peu le dernier de la course, donc ils auraient pu faire d'autres choix, ils avaient toute la liberté du monde pour le faire, donc on va essayer de voir un peu comment ça marche. Mais avant, c'est un monde très vaste et très compliqué, les types, il y en a des centaines de formes dans des implémentations très bas niveau, très haut niveau. Il y a la version développeur, l'optimisation à tout plein d'endroits. Donc c'est très complexe, si vous regardez ne serait-ce que la page Wikipédia des types, c'est un bordel monstrueux. Donc on va faire juste la partie en surface et on va essayer de voir ça ensemble finalement. Mais avant de voir comment ça marche, on va essayer de se souvenir pourquoi les types c'est cool. Il y a plusieurs choses qu'on a envie de mettre en place dans les types. Vous savez, là, on est à Lyon RB. C'est un langage où les types, c'est pas trop ce qu'on aime d'habitude. On n'aime pas trop le mettre en place. Mais les types, mine de rien, c'est cool pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est parfaitement intégré à votre IDE. Ça vous facilite le développement. C'est comme si vous avez un rail qui vous aide à scier une branche de bois toute droite. Ça vous aide énormément au quotidien. Ça vous permet de savoir, d'anticiper ce que vous avez le droit de faire ou pas. Et ça permet de donner des informations aux autres développeurs. Par exemple, quel est le type que vous avez le droit de mettre en place en paramètres. On verra plein d'exemples au cours de la présentation, mais ça permet d'auto-documenter un code sans avoir à écrire, faut pas le faire, mais potentiellement sans avoir à écrire de tests ou de documentation à côté et ce genre de choses. Donc comme je dis, c'est de l'auto-documentation et on verra plein d'exemples. Ça vous permet de catcher énormément de bugs durant le développement, donc pas tous, loin de là, très loin de là, mais ça permet de quand même faciliter et d'éviter des erreurs au runtime, on y reviendra juste après. Et de manière générale, ça vous facilite la vie principalement pendant le développement et c'est ce pourquoi à la base ça a été quand même pensé. Voilà, et je vous invite à lire cet article que vous retrouvez dans les slides. Voilà, c'est TypeScript qui explique pourquoi TypeScript existe, pourquoi c'est cool et pourquoi ils ont voulu faire une surcouche à JavaScript. Et du coup, cet article est vraiment hyper bien fait. Et du coup, c'est cool. On va essayer de faire un exemple. Si je clique là, ça fonctionne. Ça, c'est du TypeScript. Je vais énormément parler de TypeScript aujourd'hui. Mais ça, c'est du TypeScript. Donc, on peut voir que c'est du JavaScript. Donc, c'est une surcouche au JavaScript. Et là, typiquement, par exemple, on va définir un type avec une fonction et je vais lui dire que tous les paramètres qui vont être passés dans cette fonction-là vont être de type suffix type en l'occurrence. Et après, je vais pouvoir faire des comparaisons. Pour l'instant, on se dit c'est du JavaScript normal. La seule chose qui change, c'est cette partie-là. Le code qui est compilé en JavaScript, transpilé pour être exact, c'est celui-là. On enlève tout ce qui n'est pas du JavaScript traditionnel et on est content. Bon, qu'est-ce que ça change, vous me direz, mais imaginons que vous reprenez une codebase qui est énorme de quelqu'un d'autre ou la vôtre beaucoup plus tard, et que là, par exemple, vous faites des fautes d'orthographe ou vous voulez rajouter, par exemple, par quarter, donc quarterly. Quarterly. Et là, sans rien faire, à la volée et de manière instantanée, vous allez avoir un retour visuel en disant, là, tu pourras essayer autant que tu veux, cette condition ne sera jamais remplie, c'est pas ce qu'on attend, en tout cas, c'est pas explicite, c'est pas ce qu'on attend. Mais pourtant, vous voyez que le code est quand même compilé, et si je l'exécute, ça va fonctionner de manière parfaite. Et de la même manière, là, j'ai pas d'erreur, mais si je fais par exemple une faute d'orthographe, instantanément, ça va devenir rouge, et ça va me dire, là, tu essayes de faire quelque chose qui va pas marcher. Donc là, dans un code aussi simple, on peut le lire juste en regardant au-dessus, mais dans une codebase de plusieurs dizaines de milliers de lignes, vous êtes quand même bien content que quand vous changez un caractère, potentiellement, tout devienne rouge et vous puissiez retrouver vos petits.
Donc voilà, c'est un des exemples de pourquoi on aime bien les types en informatique de manière générale. On va revenir après sur d'autres exemples, mais ça sert à ça. Et en Ruby, on n'avait pas ça du tout jusqu'à maintenant, et on était quand même bien triste. Comme je vous disais, des types, il y en a des centaines, mais il y a surtout différents types de types. C'est un circuit de moto, votre quartier, mais il y a plusieurs types de types. On va revenir sur les grands concepts des types. Et nous, principalement, ce qui nous intéresse, quand Ruby a voulu mettre en place RBS, ils ont dû faire des choix. Donc notamment, c'est est-ce que votre langage va être statique ou dynamique? On reviendra après ce que c'est, mais de manière statique, c'est qu'un langage, en général, c'est qu'il va être compilé. C'est-à-dire qu'on va attendre à la compilation qu'une variable est de type string, elle va rester une string toute sa vie. Si c'est un integer, ça va rester un integer toute sa vie parce que ça va être compilé de cette manière-là. Ça va devenir de l'assembleur plus tard et vous ne pourrez plus jamais rien toucher. À l'inverse, les langages dynamiques, donc on va avoir par exemple PHP, Ruby, JavaScript, ceux que vous utilisez normalement la plupart du temps ici, sauf si vous faites du Java. Ça va être des langages qui, à la volée, vont pouvoir définir, vous pouvez très bien définir une variable qui va être un int, vous n'avez même pas besoin de définir son type avant, vous pouvez changer le type au cours de l'exécution du code, vous faites ce que vous voulez, c'est complètement YOLO. Donc ça, c'est les langages dynamiques, donc c'est moins strict, mais c'est plus souple, ça nous permet d'aller plus vite, mais en faisant potentiellement plus d'erreurs. Donc, faut faire un choix. Et la deuxième grande famille des types, c'est comment on définit ce type-là. On sait si c'est à la compilation ou à l'exécution, mais maintenant, comment on définit un type. Donc là, il y a deux grandes catégories de types. Ça va être les types qui sont nominaux, c'est-à-dire qu'on va mettre un type devant le nom d'une variable en disant ça, c'est une string. Et ensuite, on a les types structurels. Donc ça va être le cas de TypeScript, de Ruby, par exemple, en l'occurrence. Donc ça va être, on s'en fout du nom de la classe. Ce qui nous intéresse, c'est à quoi ressemble l'objet. En Ruby, on appelle ça, le plus proche de ça, c'est ce qu'on appelle le duck typing. On va revenir évidemment dessus, parce que c'est prépondérant dans Ruby, et dans Ruby on Rails principalement. Rails fonctionne sur ce principe-là, avec la métaprogrammation, mais sans ça, Rails n'existe pas. Donc c'est hyper important, et Ruby ne peut pas faire n'importe quoi et mettre d'un coup, du jour au lendemain, des types nominaux comme le fait PHP, par exemple. Ça n'aurait pas de sens, ça marcherait juste pas. Et les langages, ces dernières années, ont mis en place ce qu'on appelle le gradual typing. Donc c'est ce qu'a fait Python, c'est le principe même de TypeScript, c'est le principe même sur le papier, RBS, même s'ils ont un peu de mal. Et tous les langages, la grande mode en ce moment depuis ces 5 dernières années au niveau des langages, c'est de mettre en place du gradual typing. Donc vous l'avez compris, c'est essayer d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Donc avoir un langage qui reste dynamique, mais avec les avantages que nous propose le typing. Donc par exemple vérifier avec un linter, on reviendra après aussi, qu'on est en train de faire quelque chose qui ne marche pas et qui ne marchera pas quoi qu'il arrive à l'exécution. Donc on va voir quelques exemples rapides. Donc le static typing, c'est du Java, typiquement. Comme vous voyez ici, on va définir le type de toutes les variables. Si on change le type à l'exécution, en Java en l'occurrence, ça ne compilera même pas. Donc là, voilà, c'est du Java, c'est pareil en C, etc. C'est un exemple concret. En dynamique, c'est pile l'opposé, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, Alice, name va devenir une string. Potentiellement, si vous faites une exécution ou par exemple, si vous essayez de diviser name par 3, ça va prendre feu à la volée. Bon, vous devez savoir au moment de la lecture du code que c'est dynamique. Ok, pourquoi pas. Donc ça, c'est ce que vous connaissez en JavaScript et en Ruby principalement. Donc ensuite, on a le nominal typing, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, ici, donc, ça va être du PHP. Je vais avoir une classe chien qui va pouvoir parler. Je vais avoir la même chose avec les cats. Si j'appelle une fonction, dans une fonction, je dis que le paramètre est de type chien, dog, et que j'essaye d'appeler, ça va marcher que et seulement si, c'est un chien qui est passé. Même si le chat a la capacité de parler, il ne pourra pas le faire. J'aurai une erreur en disant, là, tu essayes de passer un chat, et alors que tu essayes d'avoir un chien. Donc ça, c'est du nominal, c'est très strict, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on passe une classe en paramètre, on ne peut pas avoir autre chose que cette classe en paramètre. À l'inverse, à l'opposé, comme je disais tout à l'heure, on va avoir les structural typing. Donc là, ça va être du TypeScript. Donc je reprends mon exemple de chat et chien, mais la différence, c'est que là, mon chat, en l'occurrence, ne va pas être une classe, surprenant, ça va être un objet, mais cet objet contient une clé qui est une fonction, donc on peut appeler la fonction speak, en l'occurrence. Et ici, vous devriez être surpris, je vais lui dire que la variable animal est de type chien. Pourtant, en TypeScript, même si j'appelle la fonction speak avec un chat,
ça va marcher. Non pas parce que je passe un chat ou un chien, ça n'a aucune importance, mais parce qu'il a la capacité d'appeler la méthode qui s'appelle speak sur cet objet-là. Donc que ce soit une classe, un objet ou n'importe quoi, que vous changez le prototype d'un objet, peu importe, ça va fonctionner. Et ça, si vous ne me croyez pas, on peut le voir en live. Vous voyez que là, c'est compilé, tous les types ont été enlevés. Et si j'exécute ce bout de code, eh ben, j'ai bien mon WAF et mon miaou. Et pourtant, la différence de type n'a aucun sens, alors que TypeScript s'en fiche parfaitement, ce n'est pas un typage qui est nominal. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est quand même très strict, c'est quand même très très souple le TypeScript, c'est pas aussi strict qu'on le pense, mais en tout cas, c'est très intéressant. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Ruby, au moment de faire leur implémentation, ils doivent faire ce choix de qu'est-ce qu'on veut pour notre langage. Et on y viendra juste après. Le gradual typing, comme je disais, c'est le meilleur des deux mondes parce qu'on peut ajouter du langage des types statiques à des langages qui sont par nature dynamiques, qui ne pourront jamais devenir des langages compilés typiquement. Mais on va faire une étape de lintage, de lint, à la volée, pas au moment de la compilation parce qu'il n'y en aura jamais, mais avec des linters, donc avec TypeScript au moment de la transpilation du code, ou avec des linters comme en Python, en PHP, on peut vérifier que le code ne va pas prendre feu. On va vérifier, donc, comme je viens de dire, que les types sont checkés par des linters, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on peut encore avoir des problèmes de type au runtime. C'est des langages qui ne seront jamais autre chose qu'exécutés à la volée, donc on aura, quoi qu'il arrive, des problèmes potentiellement au runtime. TypeScript ne vous évite pas d'avoir des problèmes au runtime. C'est impossible. Ce sera par nature jamais le cas. Donc ça, c'est quelque chose pareil, on doit faire un choix. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, on peut choisir soit du nominal, soit du structural. Les deux sont possibles. PHP a fait le choix du nominal, TypeScript a fait le choix du structural. Bon, ok, c'est un exemple comme un autre. Si on prend l'exemple, alors j'ai mal préparé mon truc, si on prend l'exemple rapidement de ce qu'on peut faire en PHP, alors je sais pour ceux qui n'aiment pas le PHP, mais tant pis, je ne sais pas si vous voyez correctement. Tac, c'est peut-être un peu gros. Si on fait le choix en PHP par exemple ici, je vais avoir mon chat qui implémente et mon chien qui implémente une interface animale. Les deux peuvent parler. Pourtant, vous voyez qu'à la volée, depuis les nouvelles versions de PHP, donc supérieures à PHP 7, vous voyez qu'à la volée, il m'engueule en disant là, tu ne pourras jamais exécuter ce code. Et quand je vais essayer de lancer mon petit programme, je vais avoir une erreur de type ici, en disant que j'essaye bien d'appeler un chat à la place d'un chien, ça ne marche pas. Et ça, c'est une nouveauté de PHP. En PHP 5, on pouvait faire absolument ce qu'on veut. C'est très récent, donc ça peut être un choix complètement arbitraire qui peut être fait. J'ai perdu ma presse. Incroyable. Ah, c'est bon. Du coup, c'est plutôt cool. Et vous pouvez tester avec ça. On va voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez que là, c'est pas parce qu'un code est... vu que c'est du gradual typing, on n'est pas obligé de tout typer d'un coup. En Java, c'est impossible, on ne pourrait pas progressivement passer sur du typing. Bon, c'est possible en PHP, c'est possible en TypeScript. Si par exemple, là, je mets any, par exemple, le code va parfaitement marcher. Si là, je mets n'importe quoi, le code va parfaitement marcher. Si je remets number, je vais avoir une erreur, ok, mais le code va parfaitement marcher. Enfin, va marcher comme on l'entend, comme il est censé être exécuté. Et tout le monde va bien dans le meilleur des mondes et on n'est pas obligé de tout commenter. À la fin, ça restera du code transpilé en JavaScript et tout le monde est heureux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en Ruby? Qu'est-ce qui est possible de faire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Ruby, on fait principalement du duck typing. Est-ce que vous êtes tous à l'aise avec la notion de duck typing? Le duck typing, c'est le concept, la phrase qui est la plus connue, c'est si ça marche comme un canard, que ça parle comme un canard, c'est que c'est très probablement un canard. Tout ça, ça ne nous avance pas beaucoup, mais j'ai mis un exemple, non pas avec des canards, mais avec des bus, pour que ça soit beaucoup plus parlant. Donc là, on ne dirait pas, mais pour Ruby, ceci est un train. Parce que, encore une fois, la notion de qu'est-ce que c'est, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, tout à l'heure, c'était speak avec les animaux. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est, on s'en fiche de qui tu es, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire. Quand vous faites du Rails, par exemple, vous avez très souvent l'occasion, vous ne le savez peut-être pas, mais de faire des is-e. Par exemple, ou des cases avec, vous vérifiez le type de la classe. Ou vous allez faire, par exemple, des kind of, ou ce genre de choses. Tout ça, mine de rien, ça va être du duck typing parce que vous ne vérifiez pas le type en entrée de votre fonction ou de votre code. Vous voulez juste savoir ce que vous êtes en train de manipuler. Peut-être, à un moment, ça va être une date ou un time ou autre chose. Et là, vous allez faire du duck typing.
Et pareil, c'est au cœur de Rails. Si vous cherchez dans le source code de Rails, si vous tapez is, ou équivalent, il y a des milliers d'exemples, littéralement, et tout est basé sur ça. Un exemple de à quel point ça nous change notre façon de coder, qui n'a rien à voir avec les types, c'est que, par exemple, vous allez avoir un code comme ça qui ressemble à... ça, c'est du Ruby, évidemment. Là, Preparers, je ne sais pas ce que c'est. Un développeur Ruby s'en fiche de savoir à quoi ressemble Preparers, en tout cas en fonction de mon entrée. Par contre, on va vérifier potentiellement des trucs. Est-ce que le prépareur est un mécanique? Dans ce cas, on sait que cette fonction-là existe. Enfin, on espère que cette fonction-là existe sur la classe mécanique, sur l'instance de mécanique, ok. Si c'est un trip coordinator, on va acheter de la manger. Et si c'est un driver, on veut faire deux choses, ok. Là, à ce moment-là, je ne peux pas affirmer que ces fonctions-là existent sur l'objet. J'en sais rien. Le seul moyen de le vérifier, c'est soit de faire des tests, soit de l'exécuter, de le runner. Un développeur Ruby ne peut pas savoir ce qu'on exécute. Pour deux raisons, parce que déjà le langage est profondément dynamique et que la métaprogrammation existe. On ne peut pas deviner à l'avance quelles sont les méthodes qui vont être disponibles. Donc ça, c'est un énorme problème pour Ruby. Ruby ne peut pas deviner à l'avance les méthodes qui vont être disponibles, par la nature profondément dynamique du langage. Donc c'est des choses auxquelles ils ont dû faire face quand ils ont pensé RBS, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais le duck typing, dans tout ça, il va nous forcer à coder différemment. Et en l'occurrence, ça c'est un code qu'on va voir plutôt chez les juniors, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à éviter de faire, et on va tendance à plutôt faire ça. Donc là, vous vous souvenez, le duck typing, si ça parle comme un canard et que ça marche comme un canard, c'est sûrement un canard. Là, le canard, c'est un prépareur, et moi, je m'attends à ce que tous les objets qui sont passés en paramètre de cette fonction répondent à la fonction prépare-trip. Je m'en fiche de savoir ce que fait cette fonction, à quoi elle sert et pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Je veux juste que les prépareurs répondent à la fonction prépare-trip. Et après, ce sera la responsabilité de chacune de ces classes-là de faire l'implémentation de ces fonctions-là. Il y a un pattern que vous voyez énormément en Ruby, vous le codez tous les jours, c'est les modules qui sont au plus proche des interfaces, par exemple en PHP ou en Java ou en C avec les structs, ce genre de choses. C'est la notion de not implemented, ça vous l'avez tous codé, normalement. Si vous faites du Ruby depuis un certain temps, vous l'avez tous codé. Il y en a des centaines dans le code source de Rails. On va créer un module, on va l'inclure, si je trouve ma souris, dans toutes les fonctions mécaniques, enfin dans toutes les classes qu'on veut. On va faire en sorte qu'ils aient tous à minima la fonction prépare-trip. Et si cette fonction n'existe pas dans une des classes, ça va péter en prod et on est content, on peut catcher l'erreur et faire des trucs. Ça, c'est le cœur même du duck typing, c'est on force une méthode à exister en raisant une erreur en l'occurrence. Et du coup, c'est un énorme problème pour faire des types en Ruby, c'est qu'on n'a pas accès justement à l'instance de la classe. Un exemple que vous connaissez tous dans la vraie vie, qui est très très chiant en Ruby, c'est que, chiant et agréable, du coup c'est pour ça qu'on aime bien Ruby. Donc là, vous avez peut-être tous codé quelque chose similaire à peu près à ça. Vous avez un helper, vous lui passez un truc, un paramètre, on s'en fout de savoir ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. On espère que le state existe, et ensuite potentiellement on va rappeler d'autres helpers ou d'autres services, d'autres classes, d'autres trucs. Et on va espérer du coup que state ici existe, on va espérer que dans ce helper-là, la variante que je vais lui passer, donc l'une de celles-ci, existe encore, mais je ne peux pas l'affirmer. J'en sais rien, sans test unitaire d'intégration ou n'importe quoi, je ne peux pas affirmer que ce code marche, je ne sais pas. Donc là, par exemple, je vais lui passer un import, l'import a un state, mais pas mon budget. Donc ça, cette erreur, là, il n'y a rien qui m'indique que ça va péter, ça va prendre feu. Encore pire, là, je vais lui passer une string, ça n'a aucun sens, mais ça va fonctionner. Est-ce que là, je peux affirmer que cette variante existe parmi celles-ci? Non, je ne sais pas. Donc ça, en Ruby, c'est un vrai problème. Vous êtes, sur le papier, obligé de mettre des tests, malgré tout qu'il faut le faire. Mais si, ici, je vais reprendre un code, donc c'est le même code, mais en TypeScript, je peux lui dire, je connais à l'avance la liste de mes types, la liste de mes states, la liste de mes variantes, je lui passe, ça c'est exactement le même code. Mais si, par exemple, pour X raison, je fais une faute en lui passant un objet, je vais avoir automatiquement une erreur. Et imaginez que là, le code peut être séparé dans des centaines de fichiers différents. Instantanément, TypeScript me dit, là, tu as une erreur, ce code ne pourra jamais fonctionner. Tu n'as même pas besoin de le lancer. Je te dis à l'avance que ce code va prendre feu. En tout cas, peut-être qu'il va marcher, mais ce n'est pas ce que toi, tu as voulu faire en sorte de comment ça marche. Et ça, on peut le faire pour tout. Si même j'oublie un paramètre, il y a tout qui va prendre feu et tout le monde est content. Ou à l'inverse, si je remets ce que j'avais, si à l'inverse, on décide que maintenant l'état processing n'existe plus, mon code, pareil, potentiellement,
va prendre feu, il va me dire que cette variante ne pourra jamais exister, et ça on peut le faire à la volée. Donc ça encore une fois, en Ruby c'est complètement impossible, et c'est un vrai problème. Donc parce qu'il n'y a pas d'autocomplétion, on vient de le voir, les types sont toujours check au runtime, donc c'est un problème potentiellement. Les occurrences sont dures à deviner, par exemple si je vous demande quels sont les paramètres qui sont passés dans la fonction badge tag, est-ce que vous pouvez les trouver? Est-ce que vous pouvez m'affirmer que pour tous les objets qui sont passés en paramètres de badge tag, ils répondent tous à la méthode states? En vrai, vous en savez rien. Enfin, c'est très dur de le trouver. Donc, il y a peu ou pas de moyens de savoir ce que vous êtes en train de manipuler. En Ruby, c'est pour ça qu'on a une grosse philosophie. On fait énormément de tests dans la communauté Ruby on Rails. C'est une très bonne chose. Il faut continuer de le faire pour cette raison-là, parce qu'on ne peut pas affirmer que notre code va marcher sans test, contrairement à d'autres langages qui sont plus souples sur ce sujet. Donc, c'est un problème. Je me dépêche parce que je suis méga en retard. La solution qu'a inventé Ruby, c'est RBS. Donc RBS, ça va être un système de signature qui a été mis en place exactement de la même manière en TypeScript. Typiquement, c'est les points .d.ts que vous avez en TypeScript. On va avoir un fichier qui est séparé et on va dire pour toutes les fonctions, tous les objets, toutes les classes que vous avez dans votre code, on va faire en sorte de définir leur type, typiquement d'entrée et sortie. Et ensuite, grâce à des linters, on va comparer le fichier de type et le fichier qu'on a dans notre code source pour vérifier que les types sont cohérents. Donc imaginons que j'ai ce code source, ok, c'est une classe avec des accesseurs, des initialiseurs et tout un tas de trucs. Ok, je remets pas le principe de tout à l'heure, on ne sait pas à quoi correspond. On ne sait pas à quoi correspond date. Ce code potentiellement peut prendre feu si par exemple période day est nil, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas affirmer ce qui va se passer en prod, on va juste l'espérer. Et RBS ressemble à ça, donc en général c'est le même nom du fichier donc c'est un autre fichier, avec un S à la fin. Et là je vais pouvoir dire à Ruby, là le paramètre ça sera toujours une date, de type date. Mais c'est le vrai type, tangible. Et le résultat ça sera toujours un tableau de date. Et là, working day, je sais pas, pour l'instant je sais pas, mais c'est pas très grave. Si j'essaye d'exécuter ma petite fonction addDayOf avec une string, comme en TypeScript, comme dans tous les langages qu'on a vus avant, ça va péter une erreur au moment du linter, pas au moment du runtime, au moment du linter. Et du coup, on est plutôt bien. Donc ça, c'est l'implémentation la plus proche qu'on a en Ruby natif, parce que c'est natif, c'est dans Ruby 3, ça a été implémenté, de ce qu'on a en TypeScript, et potentiellement, c'est ce qui va arriver plus tard. Le gros problème de tout ça, c'est que la syntaxe est immonde, pour être honnête. C'est globalement inutilisable en production actuellement. On verra dans 2 minutes juste après pourquoi. Et c'est tellement inutilisable que le développeur officiel de RBS a essayé de mettre en place la version TypeScript de Ruby, qui s'appelle RBS Inline. Donc vous voyez le principe, c'est d'avoir des types qui sont directement au même endroit dans notre même code source, parce que naviguer entre 2 fichiers, c'est juste impossible, personne ne fera jamais ça, personne ne s'en servira jamais. Donc voilà, ils sont en train d'expérimenter des trucs, il y a plein de tests qui sont en train d'être faits et du coup ça avance dans ce sens-là, mais on est très loin d'être production ready. Un autre exemple de la communauté que vous connaissez sûrement, c'est Sorbets. C'est exactement le même principe. Je suis en retard donc j'en parle pas, mais si vous voulez aller voir, essayez. Si vous essayez de le mettre en place dans vos applications, c'est impossible en toute honnêteté. Si certains ont réussi, je suis très friand de savoir comment vous avez fait. Mais c'est absolument pas production ready. On est au tout début de l'implémentation. À la seconde où vous essayez de lancer ça, il y a tout qui prend feu. La développeur expérience est honnêtement catastrophique. Mais ça avance doucement, peut-être trop doucement par rapport à d'autres langages comme PHP. Et je pense que pour l'adoption dans le futur de Ruby, ça va être très important d'avoir un système solide de type pour tous les problèmes qu'on a évoqués. Et c'est un des plus gros reproches qu'on a même au wagon. J'ai déjà entendu des élèves dire là, comment je peux affirmer que mon code va marcher? T'en sais rien. Je peux pas te le dire en fait. Tu es obligé de mettre en place des specs pour faire en sorte de voir. Mais c'est un gros frein à l'entrée, surtout avec des développeurs qui connaissent de plus en plus TypeScript. C'est un vrai problème pour l'adoption de Ruby, je pense. Mais ça va dans le bon sens, lentement, mais ça va dans le bon sens. Je vous invite à voir la roadmap de RBS parce qu'elle est publique. Donc on sait ce qu'ils vont préparer dans le futur. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils ont mis en place. Et comme je disais, c'est très loin d'être production ready. Pour l'instant, si vous avez une application qui n'est pas plus de 2 fichiers, qui est plus de 2 fichiers Ruby sans dépendance et sans rien, ça va marcher. Dans la vraie vie, dans une application Rails, c'est impossible parce que les dépendances ne sont quasiment pas gérées ou presque. Les helpers magiques, toute la métaprogrammation n'existe pas, ne pourra jamais marcher. En tout cas, pas tel que c'est implémenté maintenant. Donc, pour l'instant, ça sert à rien. Voilà, c'est la conclusion.
Je pense qu'ils devraient arrêter d'inventer des trucs avec RBS et je sais pas quoi et copier la développeur expérience de TypeScript qui est, je pense, l'une des meilleures implémentations de type graduel dans le langage récent avec celle de PHP, mais PHP a le problème d'être nominal. Mais voilà, ils devraient juste copier ça et pas s'inventer une vie, mais bon, c'est pas le choix qu'ils ont fait. Voilà, c'est tout, c'est nul, mais ça existe et je voulais vous le présenter, mais au moins, si on vous parle de RBS un jour, vous savez à quoi ça ressemble. Et voilà, vous pouvez me trouver là. Merci à tous. Et les slides sont toutes disponibles ici, si vous voulez cliquer sur les liens et jouer avec les trucs. Voilà.